Il y a une semaine, Monsieur Phi sortait une vidéo sur l'identité personnelle, et j'ai la naïveté de croire que la personne qui a fait cela, c'est moi. Mais qu'est-ce qui me justifie à soutenir une chose si extraordinaire? Aujourd'hui donc on continue sur l'identité personnelle et on va y mettre un tel bazar qu'à la fin on se demandera si la meilleure solution c'est pas encore de tout jeter à la poubelle. Après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de croire en un moi qui dure à travers le temps? Appelons A la personne qui a enregistré la vidéo il y a une semaine. Croire en mon identité personnelle, c'est donc soutenir que je suis la même personne que A. Jusque-là, c'est facile. Supposons que A, juste après avoir enregistré la vidéo, s'est téléporté sur Mars grâce au système de téléportation dont le fonctionnement a été expliqué la dernière fois. Car oui, je tourne cet épisode sur Mars, mais j'ai le même décor. Ces expériences de pensée sur la téléportation sont utiles pour montrer que la continuité du corps n'est pas nécessaire à l'identité personnelle. En effet, il n'y a pas de continuité corporelle entre A et moi, et pourtant je considère que je suis la même personne que A, tout simplement parce que j'ai sa mémoire. Je reconnais toutes ces actions comme étant mes propres actions. La conscience que j'ai d'actes passés fait de moi la même personne qui a accompli ces actes. On a vu que cette thèse a été défendue par le philosophe anglais John Locke, et il est vrai que ce genre d'expérience de pensée semble bien montrer que ce critère de la mémoire et de la conscience est suffisant pour déterminer l'identité personnelle, au détriment du critère de la continuité du corps. Mais on va voir que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, et avant tout, il faut que je vous révèle un terrible secret à propos de la téléportation. J'ai souvent pris le téléporteur, et à chaque fois, voici ce dont je me souviens. Je rentre dans la capsule de départ du téléporteur, je vois un grand flash, et immédiatement après le flash, je suis dans la capsule d'arrivée du téléporteur, par exemple sur Mars. Le flash correspond donc au moment où mon corps est analysé, puisque c'est à partir de ce moment-là que mon corps est reconstitué sur Mars. Quant à ce qui se passe sur Terre, je me souviens évidemment de rien après le flash. Or, voici ce qui se passe dans la capsule de départ du téléporteur. Ah, ça a pas dû marcher là, parce que j'ai vu le flash et je suis toujours sur Terre, donc vous avez dû bugger. Non, tout va bien, hein, votre copie est bien arrivée sur Mars, aucun problème. Comment ça, ma copie? Moi, j'ai pas demandé de copie, hein, c'est moi, je veux aller sur Mars, moi. Bah, si vous voulez aller sur Mars, faut prendre un vaisseau. Écoutez, j'ai pris le téléporteur des dizaines de fois, je sais comment ça se passe, normalement je devrais être sur Mars là, c'est vous, c'est votre téléporteur qui marche pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah, mais c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, je vous assure. En gros, ce qu'on fait nous, c'est qu'on vous enregistre à un moment donné, hein, c'est un peu comme une photo, puis on envoie toutes les infos sur Mars, et puis là-bas, ils vont créer une copie de vous à partir de ces infos. Et puis c'est tout. Hein, ça n'a jamais été autre chose. Ah d'accord. Après, comme il y a des régulations sur la création de copies, hein, parce qu'on veut pas que les gens se multiplient, tout ça, ce qu'il y a, c'est que nous, on nous demande de détruire l'original une fois que la copie est envoyée. L'original... Ouais, c'est ça, et... Donc c'est pour ça que je suis là. Ah oui, c'est pas du tout comme dans Star Trek, en fait. Parce que je pensais qu'on disparaissait dans le flash, quelque chose comme ça. Ouais, on pourrait le faire, mais ça changerait pas grand-chose, honnêtement. C'est comme si je vous mettais une balle dans la nuque juste après le flash et sans rien vous expliquer. Je trouve ça pas très sympa. Parce que vous voyez, moi, dans ce métier, j'aime bien le contact humain, moi. Oui, bon. Et vraiment, il n'y a pas moyen que je... Bon, allez, c'est pas tout parce que j'ai du boulot. Alors, comme vous êtes philosophe, je me suis dit qu'on allait le faire à la ciguë. À votre avis, si j'apprenais que ça se passe comme ça, la téléportation, est-ce que j'aurais envie de prendre le téléporteur pour rentrer chez moi? Non, j'ai pas envie de mourir. Pour moi, ce qui va se passer, c'est que je vais monter dans le téléporteur et je vais me faire tuer. Soit immédiatement au moment du flash, soit un peu plus tard par un employé qui aime le contact humain. Mais ça change pas grand chose, en fin de compte, je vais mourir. Et je veux bien que ce soit une consolation de savoir qu'une copie de moi va être créée ailleurs avec mes souvenirs. Mais j'ai vraiment du mal à m'identifier avec cette copie, en fait. Quand je me projette dans le futur, je m'identifie à la personne qui va mourir dans la capsule d'entrée du téléporteur, pas à la copie qui va sortir de la capsule d'arrivée. Mais à l'inverse, quand je me tourne vers le passé, j'ai dans ma mémoire plein de voyages que j'ai déjà fait grâce à ce système de téléportation. Et je me considère moi-même comme la personne qui a fait tous ces voyages. Quand je dis que j'ai déjà pris plein de fois le téléporteur et que ça a toujours marché jusque-là, c'est vrai, ou en tout cas c'est cohérent par rapport à mes souvenirs. Savoir qu'on a tué l'original après la téléportation, ça ne change rien au fait que je me considère comme la même personne qu'il y a une semaine avant ma téléportation sur Mars. Les actions passées de Monsieur Phi avant la téléportation, je les reconnais toujours comme étant les miennes. Tout ça pose un problème très intéressant. Et pour bien le poser, commençons par présenter la situation d'une façon tout à fait neutre, sans parler du tout de personne. Ce qu'on a d'abord, c'est un organisme qui entre dans le téléporteur sur Terre. À l'instant T du flash, la constitution matérielle de l'individu est complètement analysée et toutes les informations sont envoyées sur Mars. Toujours sur Terre, après cet instant T, l'organisme continue d'exister un petit moment avant d'être détruit par un employé dont c'est le travail. Ça pourrait être une autre méthode, mais l'important n'est pas là.
Parallèlement, un peu après T sur Mars, un nouvel organisme est fabriqué dont la constitution matérielle est exactement la même que celle de l'organisme analysé au temps T sur la Terre. Et c'est là tout ce qu'il se passe. Maintenant, on va se demander comment décrire ces choses en termes de personnes. Admettons que le corps jusqu'à l'instant T est le corps d'une personne A. Et admettons que ce même corps après l'instant T est le corps d'une personne B. Et notez bien que c'est pas parce que j'utilise deux lettres différentes que j'exclus que ces deux personnes puissent être identiques. Tout au contraire, on a d'excellentes raisons de penser que A et B sont la même personne. En effet, entre B et A, il y a à la fois continuité corporelle et mémoire commune. Ça fait deux bonnes raisons de penser qu'ils sont identiques. En outre, on a vu que si je suis A et si je sais ce qu'on réserve à B, eh bien sans doute je ne voudrais pas monter dans le téléporteur. Ça montre que à la place de A, je me soucie de B comme de mon moi futur. À la place de A, donc je me considère bien comme identique à B. Enfin, appelons C la personne dont le corps est l'organisme qui sort du téléporteur sur Mars. De toute évidence, C et B ne sont pas la même personne. En effet, il n'y a entre eux ni continuité corporelle, ni communauté de mémoire. C n'a pas conscience de ce qui arrive à B, ni réciproquement. Par contre, C est-il la même personne que A? Il faut noter que C partage tous les souvenirs de A, il reconnaît toutes ses actions comme étant les siennes. Et d'après Locke, et nous étions d'accord avec lui jusque-là, cela suffit pour justifier que C est la même personne que A en dépit de l'absence de continuité corporelle. Et là apparaît une première chose très troublante sur l'identité personnelle. Normalement, on s'attend à ce que l'identité soit une relation euclidienne, c'est-à-dire que si deux choses sont identiques à une même troisième, alors ces deux choses sont identiques entre elles. Or ici, ce n'est pas le cas. C est la même personne que A, B est la même personne que A, et pourtant C et B sont bien deux personnes distinctes. Voilà qui est déjà embêtant, mais le pire est à venir. Posons-nous une dernière question. A est-il identique à C? Autrement dit, la personne qui rentre dans le téléporteur, à supposer qu'elle sache tout ce qui va s'y passer, peut-elle se reconnaître, peut-elle s'identifier à la personne qui va sortir du téléporteur à l'autre bout? Eh bien, on a déjà vu que non. Si je suis A, lorsque je monte dans le téléporteur, je m'identifie à la personne qui va être tuée dedans, c'est-à-dire à B. De mon point de vue, à cet instant, la personne C, c'est juste une copie qu'on va faire de moi, mais ce n'est pas moi. Et certes, je peux savoir à l'avance que C va s'identifier rétrospectivement à moi puisqu'il aura tous mes souvenirs. Il n'empêche qu'à l'instant présent, moi, A, je ne m'identifie pas à C. Je ne me considère pas comme la même personne que C. Et ce point-là est le plus troublant sur l'identité personnelle. Normalement, une relation d'identité ou même une relation de ressemblance, c'est une relation au moins symétrique. C'est-à-dire que si X est identique à Y, eh bien, de façon évidente, Y est identique à X. Et là, pour l'identité personnelle, c'est pas le cas. C est la même personne que A, mais A n'est pas la même personne que C. La notion d'identité personnelle, pour cette raison, est extrêmement étrange. Pourquoi se comporte-t-elle ainsi, la vilaine? On l'a dit, l'identité personnelle sert avant tout à penser l'identité à travers le temps. Le moi est censé durer dans le temps. Or, la façon dont on comprend l'identité personnelle est très différente selon que l'on regarde vers le passé ou vers le futur. En gros, lorsqu'on regarde vers le passé, il semble acceptable de prendre le critère de Locke, la mémoire. Rétrospectivement, je suis la personne qui a fait toutes les actions dont je me souviens. Soit. Voilà pourquoi C se reconnaît comme identique à A. Mais l'identité personnelle concerne aussi notre façon de nous projeter dans le futur. Or, comment appliquer ce critère dans le futur? Il est évident que je ne peux pas me souvenir des actions d'un moi futur. Ce critère, la mémoire, est clairement un critère qui ne peut fonctionner que dans un sens, vers le passé. Quel critère d'identité utilisons-nous donc lorsque nous regardons plutôt vers le futur? Eh bien, il y a de bonnes raisons de penser que là, c'est plutôt le critère de la continuité corporelle qui va nous tenir à cœur. Ça expliquerait pourquoi A s'identifie plutôt à B qu'à C. Il y a effectivement continuité corporelle entre A et B et non entre A et C. Et pour mieux justifier que c'est bien la continuité corporelle qui compte avant tout lorsqu'on se projette dans le futur, on peut forcer les choses en considérant le scénario suivant. Supposez qu'au moment T du flash, toute la mémoire de l'organisme soit immédiatement effacée. Il ne sait plus qui il est, il a tout oublié, sa mémoire est redevenue pour ainsi dire vierge. Donc dans ce scénario, B n'est plus la même personne que A. En effet, B ne peut plus reconnaître les actions de A comme étant les siennes, il a tout oublié. Maintenant, connaissant toutes ces conditions, si j'étais A, est-ce que j'accepterais de monter dans le téléporteur? Non, et encore plus non, car je m'identifie toujours à B, et le fait que B ne puisse pas s'identifier à moi rétrospectivement ne change rien au fait que moi, je m'identifie à lui maintenant. Tout cela nous montre que l'identité personnelle semble reposer sur différents critères selon qu'on l'applique rétrospectivement au passé ou anticipativement au futur. Et c'est ça qui fait que la relation d'identité personnelle peut ne pas être symétrique.
Si moi présent, j'identifie un moi passé à partir du critère de la mémoire, il n'est pas garanti que ce moi passé, quand il était présent, m'aurait reconnu comme étant son moi futur, puisque, anticipant le futur, il utilise alors un autre critère d'identité, le critère de la continuité corporelle. Bref, si vous n'avez pas tout compris à cette phrase, c'est pas si grave, en tout cas vous voyez à quel point c'est le bordel. L'identité personnelle est censée nous donner l'idée d'une stabilité du moi à travers le temps. Or, si les critères de l'identité d'une personne ne sont pas les mêmes selon qu'on regarde le passé ou le futur de la personne, cela fait que les critères de l'identité de la personne ne sont pas stables à travers le temps. On peut tout savoir sur A et C, mais on ne peut pas savoir si A et C sont absolument parlant la même personne. Du point de vue de A, plutôt non, du point de vue de C, plutôt oui, mais il n'y a pas de réponse absolue. C'est extrêmement insatisfaisant et me donne envie de me taper la tête contre un mur. On pourrait continuer longuement à exposer toutes sortes de scénarios à base de téléportation, de mémoire qui se balade, de scission ou de fusion d'individus, etc., etc. Dr. Jekyll et Mr. Hyde sont-ils deux personnes dans un même corps? Et si on mélange mes souvenirs à ceux de Spock et qu'on met tout ça dans la tête du monstre vert, Et l'idée à laquelle on finit par se rendre, c'est qu'il n'y a vraiment aucun moyen satisfaisant de définir l'identité personnelle. Ce moi qu'on suppose durer à travers le temps ne peut pas être autre chose qu'une construction plus ou moins bancale et arbitraire et qui ne correspond pas à un aspect fondamental de la réalité. L'idée d'un moi qui a existé par le passé et continuera d'exister dans le futur ne serait qu'une impression, oserais-je dire une illusion, créée par le jeu de la mémoire et de l'anticipation. Somme toute, ne serait-il pas plus raisonnable de renoncer tout à fait à cette chimère? Au vertige de penser qu'il n'y a tout simplement pas de moi. Thèse curieuse et sur laquelle David Hume aussi bien que le Bouddha sont tombés d'accord. Et lorsque David Hume et le Bouddha tombent d'accord sur quelque chose, je pense que ça mérite examen. Mais ce sera pour une autre fois. Vu que le téléporteur tue ses usagers, on peut dire que Spock s'est fait tuer un bon millier de fois et j'y suis pour rien. Et franchement, essayez de regarder Star Trek en vous disant qu'à chaque fois qu'un type prend un téléporteur, en fait, il meurt. Ça rend les choses à la fois drôles et tragiques. Je conclurai donc tout cela dans un prochain grain de philo consacré en toute simplicité à l'inexistence du moi. Quelques mots rapides sur des sources. Concernant la réflexion sur les moi futurs, je me suis inspiré d'un article classique de Bernard Williams qui présente toute une gamme d'expériences de pensée bien comme je les aime. Par ailleurs, la référence au téléporteur quand on parle d'identité personnelle, c'est devenu classique et presque incontournable grâce au philosophe Derek Parfit, qui a développé cet exemple et beaucoup d'autres dans son livre de 1984, Reasons and Persons. J'en reparlerai certainement avec plus de détails dans la vidéo sur l'inexistence du moi, mais je tenais déjà à le signaler, d'autant plus qu'une bien triste nouvelle nous est arrivée récemment. Derek Parfit est mort au tout début de cette année, le 1er janvier 2017. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous la commenterez, la partagerez, etc. Si vous êtes en proie à un vertige métaphysique en constatant la vacuité de votre identité, c'est très bien, sinon c'est pas grave. En tout cas, mes moi futurs et vos moi futurs se retrouveront très bientôt pour de nouvelles aventures.